À la une ce soir. C'est le Canada, c'est les extrêmes. L'hiver, on gèle, l'été, on a chaud. Bravo. C'est pour ça qu'on habite ici. Un 1er juillet sous le signe de la chaleur et de l'humidité, les personnes vulnérables durement touchées. C'est une double vulnérabilité, là, l'itinérance et un âge potentiellement avancé. Donc oui, il faut qu'on soit particulièrement vigilant à ces personnes-là. En pleine journée du déménagement, une coalition demande la reconnaissance du droit au logement. Ça va finir où, les augmentations là, de loyer puis les évictions puis tout? C'est quoi le deal? Y a-t-il des souris ou des cafards, là? Parce que sinon, il n'y a pas de Et deal. la fête du Canada célébrée partout au pays. C'est le pays du vivre ensemble. Que ça soit le folklore, on va découvrir de la musique ici. C'est un pays d'ouverture. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mercredi tout le monde, aussi bonne fête du Canada. Présentement, il y a une vague de chaleur accablante qui touche tout le Québec. Lila, la santé publique est sur un pied d'alerte parce que les personnes vulnérables sont particulièrement à risque présentement. Mais d'abord, Lily, il n'y a pas que les chaleurs qui compliquent la vie de ceux qui déménagent. Il y a aussi l'accès et le coût des logements. Oui, parce qu'il y a actuellement 2000 ménages locataires au Québec qui sont accompagnés par un service d'aide à la recherche au logement. Mais on aura une meilleure idée du portrait de la situation dans plusieurs jours avec la conférence de presse du Frappru. Mais aujourd'hui, c'était le 1er juillet et il y a eu plusieurs Québécois qui déménageaient aujourd'hui. Il faisait chaud, c'était pas facile. Voici ce que ça donne. Les années se suivent et se ressemblent. Même si les locataires tendent à déménager tout au long de l'année, maintenant, le 1er juillet demeure la journée officielle du déménagement au Québec. Bon, écoute, un petit peu de chaleur, mais le reste, on est correct. Ouais? Oui. Beaucoup de stock à déménager? Ben, c'est pour ma fille, ça fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup trop d'accumulation tant qu'à moi, mais ça, c'est le problème. Derrière les blagues, une situation beaucoup plus sérieuse, la crise du logement. Il faut désormais être beaucoup plus rapide sur la gâchette pour trouver des logements qui sont abordables. Ça a été quand même difficile. On a fait quand même beaucoup de recherches. Puis c'était aussi surtout appliqué pour l'appartement il fallait vraiment être très rapide quand on le prenait. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans l'appartement. C'était une visite libre. Dès qu'on est sorti de l'appartement, on était comme « Hey, on veut vraiment l'appartement, on veut tout. » On a signé les papiers. Puis après ça, ça a été rapide, mais c'était quand même stressant, là. C'est-tu votre dernier chargement ou... Si tout va bien. Cet homme déménage justement avec 2 colocs pour réduire le coût du loyer. C'est pas un choix. C'est sûrement seulement parce que ça coûte trop le rent en général. Comme ça, là, c'était 2250. Mais ils ont de troubles à trouver quelqu'un à remplacer, alors ils ont baissé le prix à 2000. La Coalition contre le logement cher a organisé 2 manifestations sur le 1er juillet, une à Québec et une à Montréal, départ métro Assomption, pour se rendre au tribunal administratif du logement. Contrôler! Les loyers! Contrôler! Comme premier critère qu'on demande, c'est comme, c'est quoi le deal? Y a-t-il des souris ou des cafards, là? Parce que sinon, il n'y a pas de deal. Avec le coût du panier d'épicerie, c'est vraiment la chose dont les gens nous parlent le plus. Les gens sont plus capables de se loger. On le voit avec la crise de l'itinérance. Les gens sont obligés de déménager ou de rester dans des appartements qui sont insalubres, qui les rendent malades, parce qu'on a un marché qui est devenu complètement fou. Les spéculateurs ont pris la place, les grandes sociétés immobilières qui pensent juste à faire du profit. Ça vous touche, vous? Oui, ça me touche parce que moi, je suis dans la classe moyenne, puis là, je me retrouve dans la classe zéro. Quel type de politique publique vous aimeriez? Bien, on a 3 grandes revendications à notre coalition qui s'appelle la Coloc. La première, c'est un véritable contrôle des loyers au Québec. La deuxième, c'est un vaste chantier de logements sociaux. Puis, finalement, que le droit au logement soit reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés. Le taux d'inoccupation a augmenté cette année au Québec pour se situer autour de 2,7 %. Il y a donc plus de logements disponibles, mais leur prix n'est pas moins dispendieux. C'est ce que dénoncent les comités de logement. Moi, je suis propriétaire, justement, puis je loue des condos. Puis je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de place. Donc, il y a beaucoup moins de demandes. Moi, je garde mes prix relativement bas pour garder les bons locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de problèmes. Quand tu as des bons locataires puis que tu n'augmentes pas tes prix, bien, ils restent là longtemps. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Et Lila, la température a grimpé aujourd'hui avec un indice humidex qui a frôlé 45 à Montréal. Et pour certaines personnes, c'était très difficile.
Oui, en effet, hein, c'est très difficile ces chaleurs-là. Hein. On le sent, c'est difficile de respirer. J'ai même d'ailleurs ce matin assisté malheureusement à une personne itinérante qui a fait un malaise devant moi à côté de la mission Oldbury à Montréal. On voit que c'est difficile aussi pour tout plein de personnes. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques pour qui c'est difficile. D'autres personnes qui tout simplement ont de la difficulté à se mouvoir. Il fait très chaud, comme tu l'as dit, humidex de 45, alors il faut prendre soin de soi. Hein. Le Québec est touché par une vague de chaleur qui va durer plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. À Montréal, ça déménage. Il est juste 9h30 et il fait déjà très chaud. Bon, et le pic attendu pour aujourd'hui se trouve autour de 33 degrés avec un humidex autour de 45. Et saviez-vous qu'un quart de Montréal est couvert de verdure seulement? En fait, l'indice de canopée n'est que de 25% et tous les quartiers ne sont pas couverts. On n'est donc pas tous égaux face à ces épisodes de chaleur. En fait, les moins nantis sont touchés de façon plus disproportionnée. Principalement, pas rester à la maison. Fait que venir proche des sources d'eau comme ça, puis dans des parcs, des aires ouvertes, je pense que ça pourrait faire du bien quand t'as pas d'air clim chez toi. Une marche dans le parc La Fontaine, sous les arbres, et un petit repos sur le bord du lac. Il y a des piscines publiques ouvertes partout, gratuites pour tout le monde. Je veux dire, il y a quand même moyen de se protéger. C'est plus pour les aînés que je m'inquiète toujours. Bon, il est présentement 11h30, ça fait 2 heures à peu près que je marche dans les rues. Je sens la chaleur augmenter. Mais il y a une véritable différence quand je rentre dans un parc ou quand je tourne dans une rue comme celle-ci, qui est quand même assez verte, avec beaucoup de verdure autour. Il fait vraiment plus frais. Et une des causes de ces chaleurs étouffantes en ville, ce sont les îlots de chaleur, ces endroits où le bitume fait rage. Et il y a des personnes qui sont touchées plus que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui sont plus susceptibles aux coups de chaleur. Je parle pas au monsieur de 30 ans à sa construction. On parle des gens âgés, parce que les mécanismes pour se refroidir sont plus limités. Les très jeunes bébés qui n'ont pas accès eux-mêmes à de l'eau, qu'on doit les hydrater nous-mêmes, sont plus fragiles. On va noter aussi les gens qui prennent plusieurs médicaments. Il y a certains médicaments qui sont plus à risque, certains médicaments pour la pression, les diurétiques, certains médicaments aussi pour l'humeur. Donc, souvent, il va y avoir une hausse de la température. Les gens vont se sentir épuisés, mal de tête, parfois nausées, vomissements, des maux de ventre. Le diagnostic le plus probable, c'est un coup de chaleur. Et là, il faut refroidir rapidement. Les personnes en situation d'itinérance, elles sont particulièrement vulnérables à tout ce qui est phénomène météorologique. Mais en été, on les oublie avec les fortes chaleurs. C'est un enjeu. C'est des personnes qui ont de la difficulté à accéder à des espaces fermés, ventilés, avoir accès à de l'eau. On a une population itinérante, en effet, qui est vieillissante aussi. Donc, il faut qu'on soit particulièrement attentive. C'est une double vulnérabilité. Il est plus de 13h30, ça fait à peu près 4 heures que je suis à l'extérieur et effectivement, il fait très chaud. Mais le plus dur, ça reste l'humidité. L'épisode de chaleur que traverse le sud du Québec va encore durer quelques jours et d'après les experts, avec les changements climatiques, ces épisodes-là pourraient se reproduire. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Les États-Unis refusent de renouveler l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Dans un communiqué, le représentant au commerce a déclaré que les États-Unis continueront de collaborer avec le Mexique et le Canada afin de remédier aux lacunes de l'accord et de réduire aussi les déficits commerciaux avec les pays. C'est donc un nouveau cycle de négociations qui commence. Pour nous aider à y voir plus clair, on accueille Geneviève Dufour, titulaire de la chaire de recherche en droit du commerce durable à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Bon, là, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand même, l'ACUM reste en vigueur pour encore 10 ans, là. Effectivement. Donc, il se passe rien de plus que ce qu'on annonce depuis des mois, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, les 3 représentants des pays devaient se rencontrer, ce qu'ils ont fait. Ils se sont rencontrés virtuellement et ils ont échangé pour une première fois là, à 3 leurs vues. C'est donc durant cette réunion-là que le représentant au commerce des États-Unis a annoncé que les États-Unis n'allaient pas renouveler pour un autre 16 ans l'accord de libre-échange, mais il en demeure pas moins que c'est une mécanique spéciale que cet accord-là prévoit. L'accord reste encore en vigueur pour 10 ans. Il est entré en vigueur en 2020, il se termine en 2036. L'idée aujourd'hui, c'était de le renouveler pour un 16 ans de plus à partir d'aujourd'hui, que les États-Unis refusent de faire. Donc là, on recommence ou on poursuit les négociations pour en arriver à quoi exactement? Puis surtout, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire avec l'actuel président?
Bien, en fait, il n'y a pas de renégociation. Ce que l'accord prévoit, c'est que les 3 pays s'assoient puis font un examen conjoint du fonctionnement. Ils se demandent si l'accord fonctionne bien, si les douaniers appliquent bien les règles, si les formulaires sont conformes, s'il n'y a pas moyen de faciliter un peu plus le commerce, si on n'a pas oublié un sujet dans l'accord qui vient d'apparaître en raison d'une nouvelle technologie, d'un nouveau besoin. Et là, ils se disent, bon, mais il faudrait peut-être entamer des négociations sur ces sujets-là. Donc, c'est juste à ça qu'il sert l'examen conjoint. Il ne sert pas à renégocier l'accord comme M. Trump veut nous le faire croire. Ça veut dire que le Canada est en position de force. Et c'est ce que le ministre Leblanc a écrit dans son communiqué d'aujourd'hui. Le Canada est en position de force. On a un accord de libre-échange qui fonctionne. Et à moins que les États-Unis s'en retirent, cet accord-là va régir nos relations commerciales avec les États-Unis et avec le Mexique. Après, est-ce que les États-Unis vont le respecter? Ça, c'est une autre question. Parce que ça n'a pas été facile avec la guerre tarifaire, entre autres. C'est quoi, justement, les cartes que le Canada a dans sa poche présentement? Bien, le Canada, c'est quand même un pays, et le ministre l'a dit dans son communiqué, c'est un pays qui est stable, c'est un pays qui est fondé sur la règle de droit, donc il y a beaucoup de prévisibilité pour les investisseurs. C'est aussi un pays qui regorge de ressources naturelles, d'énergie, donc des choses dont les États-Unis ont besoin. Mais sinon, juste ce qu'on fait depuis des décennies, c'est notre force. On a une économie qui est intégrée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et les États-Unis ne peuvent pas se passer de nous. La preuve, c'est que M. Trump ne nous a pas imposé ses surtaxes douanières. Il a exonérer les biens qui étaient conformes à notre accord de libre-échange depuis plus d'1 an. Et c'est bien parce qu'il y avait besoin que nos biens canadiens entrent aux États-Unis en franchise de droit de douane, c'est-à-dire sans droit de douane. Merci beaucoup, professeur. Pas de panique. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Alors qu'il montait à bord d'un nouvel Air Force One offert par le Qatar, le président américain Donald Trump s'est défendu d'avoir fait une bonne fortune avec la crypto-monnaie. On parle de 1,2 milliard de dollars. On en discute avec Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Marie-Claude. Bon, là, on dit que la fortune personnelle de Donald Trump aurait augmenté de près de 4 milliards de dollars depuis son retour au pouvoir. Est-ce qu'on a déjà vu ça, un président américain s'enrichir autant pendant un mandat? Jamais. Et même si on prenait ça en dollars constants à d'autres époques, dans le 2 siècles et demi de l'histoire de la République américaine, jamais personne ne s'est enrichi autant pendant qu'il était à la Maison-Blanche. On pourrait même dire qu'aucun occupant de la Maison-Blanche et sa famille a mené une entreprise de corruption aussi vastement déployée que l'administration Trump, tellement que plus tard, on pourra dire que ce sera des équivalents, que ce soit, on parle souvent des dictateurs africains ou des dictateurs des républiques de bananes. Bien, maintenant, il y aura l'administration Trump de son 2e mandat, où on aura une multiplication d'initiatives de corruption à une échelle jamais vue encore jusqu'à maintenant. Tu sais, ça soulève clairement des questions au niveau de la légalité. Est-ce qu'il y a un vide juridique présentement qui permet justement à Donald Trump de tirer profit, par exemple, du secteur de la crypto-monnaie? Alors, s'il y a un vide, c'est vrai que, par exemple, plusieurs lois américaines régissent des codes d'éthique pour les employés fédéraux ou d'autres fonctions, mais pas celles du président. Certains diraient on n'avait pas besoin de ça. Trump démontre à quel point notre monde fonctionne souvent sur la base de normes. Et des normes, c'est quelque chose qui est attendu et exigé des autres, mais ça n'a pas force de loi. Et Trump profite aussi du fait que, puisque la Cour suprême a dit que les présidents avaient une immunité presque complète et qu'il se signera certainement un pardon à sa sortie, qu'il n'y aurait probablement pas de recours judiciaire pour le coincer. Ouais. Mais là, ce qui doit l'inquiéter beaucoup, c'est que... Oui, mais c'est ça. Ça dérange peut-être ses opposants, mais pour sa base, là, est-ce que ça lui donne encore plus de pouvoir ou ça le fait rayonner?
Pour sa base, elle est soit de plus en plus, on pensait au départ que le mouvement MAGA avait des principes particuliers, pas de guerre à l'étranger, un plus petit budget et autres. Et on se rend compte de plus en plus que le cœur du mouvement MAGA est presque d'un culte de la personnalité. De dire, ben, Trump, lui, il réussit mieux que les autres. Il est un champion, même dans les choses qui ne sont pas tolérées ailleurs. Mais après les élections de mi-mandat, s'il y avait une procédure de destitution, qui, elle, doit venir de la Chambre, vous pouvez parier que ce sera sur un cas de corruption. Et le sénateur démocrate récemment montrait que depuis 500 jours, les choses sont massives et pas très difficiles à prouver. Par exemple, un lundi, les fils de Trump achètent des actions d'une compagnie que personne ne voit dans son assiette. Le mardi, méga contrat du Pentagone. Alors là-dessus, peut-être qu'on est sur du temps emprunté. Oui, ça soulève pas mal de questions. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Bonjour, Alain. Allô, Marc-Claude. Alors, bonne fête du Canada. Merci. On célèbre, on a l'impression que ça célèbre peut-être un petit peu moins fort au Québec et en Alberta. Il y en a quoi de l'unité canadienne, présentement? Ouais, c'est pas très facile au niveau de l'unité canadienne, mais pour des raisons qui sont très différentes. En Alberta, on sent que Danielle Smith, la première ministre, cherche par ce mouvement-là à gagner un certain capital face au gouvernement fédéral pour avoir plus de pouvoir. Donc, on sent qu'il y a une bataille parce qu'elle, elle est contre la séparation, mais en même temps, elle a facilité la tâche aux souverainistes de l'Alberta. De l'autre côté, bien, on le sait, on n'a pas le Saint-Pierre Plamondon qui est en avance dans les sondages, qui répète à qui veut bien l'entendre que dès un premier mandat du Parti québécois, il y aura un référendum dans les 4 premières années. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a un Mark Carney qui travaille sur la fierté, sur le patriotisme. Puis là, bien, je pense à la Coupe du monde en ce moment, là. Mark Carney qui est au parti de soccer, qui est allé même faire un discours aux joueurs. On l'a vu pendant les hymnes nationaux, pendant les matchs du Canadien, un peu partout au pays. On sent qu'il carbure à ce patriotisme-là, à cette fierté-là, en disant aux Canadiens, ça sera pas facile. Il y a l'unité nationale, mais on est fort, on est unis et on doit être solidaire dans tous ces défis-là. Bon, à part le prochain match de la Coupe du monde, il y a quand même des défis pas mal importants pour le Canada. Alain, c'est quoi le principal défi présentement? Bien, le principal défi, il y en a plusieurs. Il y a la question du logement. Moi, j'attacherais ça à la question du coût de la vie. Les gens le voient tous les jours lorsqu'ils vont à l'épicerie. Mais il y a la question de la sécurité énergétique. Et on le voit, là, tous les enjeux de pipeline qui sont revenus dans l'actualité, qui font plaisir à l'Alberta et à la Saskatchewan particulièrement. Donc, d'être autonome tant au niveau alimentaire, au niveau énergétique, ferait en sorte que le Canada serait plus fort, surtout avec les négociations, comme on l'entend dans les reportages juste avant, avec les Américains qui ne sont pas gagnés d'avance, là. Tu parlais de Mark Carney et sa fierté d'être canadienne qu'il tente de transmettre. Comment on est perçu à l'étranger? Parce que son discours à Davos a quand même marqué les esprits. Oui, il a marqué les esprits. Il a été quelqu'un qui a allumé, on dirait, des lanternes pour dire à tout le monde, si on veut travailler individuellement, personne ne va gagner. On doit travailler ensemble, particulièrement les pays dits moyens, comme le Canada, qui ont un peu moins d'influence au niveau mondial. Puis on le voit, là, même dans la négociation avec les États-Unis, le Mexique, le Canada font bande à part, puis on voit que c'est plus difficile dans ces négociations-là. Donc, on sent que Mark Carney a quand même une grande influence au niveau international par son carnet de contacts. Il fait le tour un peu partout. Puis ce que l'on a perdu au niveau des exportations aux États-Unis, bon, on voit qu'on les a gagnés via l'Europe particulièrement. Donc, est-ce que ça va continuer? C'est ce qu'on se souhaite tous. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Maintenant, après 6 ans d'absence, c'est le grand retour du spectacle de la Fête du Canada au Vieux-Port de Montréal. Des Canadiens de partout au pays sont en ville pour cette grande célébration qui a commencé vers midi avec le Canada en marche, un événement pour découvrir 13 totems qui représentent des provinces. Les détails avec Marie Casimard. Bonne fête du Canada! Happy Canada Day! Moi, je suis arrivée à l'âge de 8 ans dans ce pays. Le Canada m'a ouvert ses portes, puis Montréal m'a accueilli. C'est ma ville. Ça a été ma ville depuis les 45 dernières années. C'est le pays où tout le monde est accepté. C'est le pays du vivre ensemble, où on ne juge pas les gens, où on accepte avec les différences, toutes les cultures. C'est un pays d'ouverture. Et donc ça, c'est bien pour nos enfants, en fait. Parce que c'est vraiment une date importante pour tous les Canadiens, que ce soit anglophone, que ce soit francophone. Est-ce que vous allez vous rendre au spectacle ce soir? Probablement, je serai là-bas.
pour regarder le spectacle. C'est quelque chose que j'apprécie. Pour moi, la culture, c'est la vie. Hein. Là où je viens du Tchad, il n'y a pas de services sociaux au niveau de la psychologie et tout, mais tout ce qui est de la musique nous guérit dans toutes nos blessures. Donc aujourd'hui, pour moi, que ce soit le folklore, on va découvrir de la musique ici, ça fait partie de la vie, ça. La tradition veut que la Fête du Canada soit célébrée du côté d'Ottawa, mais là, cette année, bonne nouvelle, Montréal a décidé de ramener le grand spectacle musical. Ce soir, on va retrouver sur scène des noms de la musique québécoise qui font notre fierté à travers tout le pays. Sur scène, on va donc retrouver William Cloutier à compter de 19h30, mais il sera précédé à 17h30 par King Melrose. Tu es en tournée, mais clairement, ce qu'on présente sur une scène de, j'ai envie de dire, festival, par exemple, ou une scène grand public à l'extérieur, gratuite, c'est différent que ce qu'on présente en salle, qui est un petit peu plus intime, tu sais. Oui. Bien, ce soir, je me suis permis de faire des petits classiques, des plaisirs coupables. Fait que je reprends des chansons, des réinterprétations, mais je fais aussi mes chansons. Donc, on passe de Céline Dion jusqu'à mes tunes Ne me laisse pas tomber. Fait qu'on touche vraiment à plein de trucs, mais c'est pour les 7 à 77 ans. C'est pour faire la fête, c'est pour rassembler, pour faire chanter les gens. Donc, King Melrose qui va interpréter Céline Dion. Oh, que c'est! Pour ce grand retour, c'est le quai du Vieux-Port qui a été choisi comme lieu de rassemblement. Un peu évocateur comme lieu, dans le sens qu'on voulait mettre Montréal en avant-plan. Je pense qu'on l'a ici en étant au cœur du Vieux-Port de Montréal, avec des attraits touristiques qui marquent un peu. On a le pont Jacques-Cartier tout près, on a le Cirque du Soleil, on a la Grande Route. Il y a plusieurs éléments qui font que c'est marquant, puis qu'on est capable, évidemment, de caractériser Montréal avec une image. Et c'est un peu une carte postale qu'on a derrière la scène. Si tu veux être en santé et vivre longtemps, intéresse-toi à la bonne musique. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info. Transmettre une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, je vous invite à nous écrire par courriel à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Vous pouvez aussi aller voir nos reportages ou nos entrevues sur le site nouveau.fr. Au hockey maintenant, Ivan Demidov signe une prolongation de contrat à long terme. Les Canadiens de Montréal s'assurent de garder l'attaquant de 20 ans pour les 8 prochaines années avec un salaire annuel d'environ 9 millions de dollars américains. Le jeune Russe va débuter sa deuxième saison complète dans la LNH cet automne. On cesse sur ces images des adeptes d'escalade urbaine qui ont causé toute une commotion ce midi à New York. Le couple a hissé une bannière avec un message de paix qui est attribué au guitariste Jimi Hendrix au sommet de l'Empire State Building. Avant de redescendre, la femme a accepté la demande en mariage de son conjoint. Le tout scellé avec un baiser avec quelques mètres de hauteur quand même. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. On se retrouve à 22h.